revenir rapidement sur ce qu'est Nextmove pour ceux qui ne connaissent pas déjà et sur le projet Dynamo. Donc je vais pouvoir partager mon écran. Voilà. Donc Nextmove, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il s'agit d'un pôle de compétitivité. Les pôles de compétitivité, ce sont des structures qui ont été créées en 2006 par le gouvernement français et qui ont pour objectif de soutenir l'innovation sur des territoires et sur des secteurs spécifiques. Donc Nextmove, nous sommes spécialisés dans l'automobile, pardon, et la mobilité sur les territoires de la Normandie et de l'Île-de-France. Et donc, comme je le disais, nous avons pour objectif de soutenir l'innovation en favorisant le projet de développement, le développement de projets collaboratifs R&D grâce à notre écosystème d'adhérents qui compte donc plus de 600 membres qui sont de typologies très variées. Donc, ce sont des entreprises petites, grandes, des centres de recherche et de formation, mais aussi des collectivités notamment. Et donc, nous avons pour vocation d'incarner, d'animer, de promouvoir ce qu'on appelle la Mobility Valley, donc c'est-à-dire le secteur automobile dans nos deux territoires, où donc nous allons pouvoir accompagner nos adhérents pour inventer, développer, expérimenter et industrialiser les solutions de la mobilité du futur. Donc comme vous le voyez, nos services et nos accompagnements couvrent toute la chaîne de valeur de la mobilité, donc de la recherche jusqu'à l'industrialisation. Nous nous focalisons sur quatre thématiques principales au travers de l'automobile et de la mobilité. La mobilité à faible empreinte environnementale, la mobilité sûre, autonome et connectée, sur lequel nous allons justement venir plus en détail au cours de ce webinaire. Et puis également les nouveaux services et les solutions de mobilité, ainsi que l'excellence opérationnelle et industrielle. Quelques rapides chiffres sur nos activités et sur nos territoires également. Faut savoir que la Mobility Valley, ça représente plus de 70% de la R&D automobile en France. Et Nextmove, donc, comme je le disais, a pour objectif de soutenir la compétitivité de ses membres. Et c'est notamment ce qu'on peut observer grâce à certains chiffres. Donc, on peut observer que les PME qui rejoignent notre réseau ont un chiffre d'affaires qui augmente de 15%. Ce chiffre, il est aussi observé à hauteur de 10% pour les ETI. Et donc, nous pouvons vous accompagner également pour obtenir des financements. Plus de 15 millions de financements européens ont été obtenus par nos membres et nos partenaires depuis 2014. Et puis, une de nos activités majeures, c'est donc d'accompagner vos projets R&D grâce à un label que nous délivrons au travers de plusieurs comités thématiques qui reprennent les thématiques que je citais au-dessus justement, et qui réunissent des experts qui valident vos projets et délivrent donc un label, comme je vous le disais, qui vous permettent derrière de décrocher plus facilement des financements auprès d'appels à projets nationaux notamment. Et donc plus de 70 projets ont été financés par ces appels à projets grâce au label pour les PME, ce qui représente 65 millions d'investissements depuis la création du pôle. Et donc, on a également une activité de création d'emplois. Plus de 1600 emplois ont été créés au travers de ces projets, depuis 2013 notamment. Comme je le disais, nous avons un réseau de plus de 600 membres. C'est un réseau qui compte à la fois donc, des industriels et des grands groupes. C'est le cas par exemple de Renault, de Stellantis, de OP Mobility ou encore de Continental, pour n'en citer que quelques-uns. On a aussi une grande majorité d'ETI, de PME et de start-up, donc de petites entreprises, et des centres de recherche et d'enseignement, mais également des collectivités et des territoires, notamment l'Île-de-France et la Normandie, qui sont donc nos deux territoires majeurs. Les services que nous proposons, ils touchent à plusieurs domaines. Ça va donc de l'innovation, comme je vous parlais, avec l'accompagnement de vos projets R&D et l'aide à l'obtention de financement. Il y a aussi des services business, donc où on va venir avec un autre comité également challenger vos business models pour notamment vous aider à obtenir des levées de fonds.
Nous proposons aussi des nombreux services de réseau au travers d'événements qui réunissent chaque année plus de 4000 professionnels, diverses formations aussi pour vous aider à la montée en compétences et en emploi donc pour vos équipes, ainsi que des services pour améliorer et accompagner vos projets industriels. Et donc, dans le cadre de tous ces services, nous incluons aussi dans divers projets européens, notamment le projet Dynamo, dans le cadre duquel se déroule le webinaire d'aujourd'hui. Dynamo, c'est un projet qui a pour objectif de monter un écosystème régional en Normandie pour accompagner la transformation numérique des entreprises et des collectivités grâce à un total de 70 services qui sont proposés à prix réduit pour accompagner donc votre transformation numérique avec une spécialisation sur le thème de la mobilité connectée, sûre et durable. Et donc, comme je vous le disais, les services qui sont proposés dans ce cadre-là sont pris en charge de 50 à 80% par la région Normandie et la Commission européenne. Et donc, ce sont des services qui sont proposés à tout niveau de maturité, donc que ce soit pour l'intégration des fonctions les plus basiques, comme des logiciels numériques, etc., pour les entreprises qui commencent leur transformation numérique, mais c'est aussi des accompagnements pour des projets plus poussés, notamment sur la microélectronique que nous allons voir aujourd'hui, où on va vous aider donc voilà, à développer vos projets de R&D, à obtenir des financements, etc. Ce projet Dynamo, il s'inscrit dans un réseau qu'on appelle le réseau d'EDIH, donc de Hub européen d'innovation digitale. C'est un réseau de plus de 200 projets qui sont répartis dans toute l'Europe. Ce qui est très intéressant, c'est que là où Dynamo a une spécialisation sur la mobilité euh, assez poussée, les autres EDIH vont eux avoir d'autres spécialisations, ce qui nous permet, si vous avez un besoin dans le numérique que nous ne pourrons pas couvrir car nous n'avons pas l'expertise, de vous renvoyer vers les différents autres EDIH en France et en Europe. Et donc, comme je vous le disais, ce sont des services qui s'adressent aux entreprises des moins avancées technologiquement, à celles qui sont déjà très, très avancé avec de nouveaux projets que nous pouvons accompagner, donc sur la formation, sur le soutien au projet R&D, l'obtention de financement, la rencontre avec des partenaires pour expérimenter, mettre en application vos solutions, etc. Et donc voici l'offre de service qui est, comme je vous l'expliquais, divisée en plusieurs groupes, mais je reviendrai plus en détail à la fin de ce webinaire sur cette offre de service. Euh, pour l'instant, je vais passer la parole donc à notre intervenant Pierre Cotte de chez NXP Semiconductors, qui va pouvoir vous parler donc plus en détail de la mobilité, de la microélectronique, mobilité et dans l'auto. Pierre, je vous laisse partager votre écran. Tout à fait. Bonjour à tous. Alors, je ne peux pas partager mon écran. Euh, j'ai un petit sens interdit sur le bouton Share qui me dit qu'il n'y a que l'organisateur ou le présentateur qui... Ah, ça y est, c'est bon. Merci. Donc, Pas de bonjour souci. à toutes et à tous. Ce sera certainement visible pour tout le monde. Hop, c'est bon? Vous pouvez le voir en écran? Oui, c'est bon, on peut voir. Parfait. Donc, je m'appelle Pierre Cotte, je suis basé dans la région parisienne, sur le plateau de Saclay, et je suis directeur marketing chez NXP, donc pour tout ce qui est solutions automobiles, au sens large euh, du terme, donc concernant différents types de mobilité, mais principalement le véhicule personnel qui est aujourd'hui le plus grand volume. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer un petit peu ce que l'on fait en tant que fournisseur de semi-conducteurs. Mais aussi de partager avec vous des grandes tendances de fond que l'on voit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de transformations. C'est une industrie qui aujourd'hui est en pleine mutation, qu'il y a je dirais des cycles plus ou moins tendus. Et actuellement, il y a beaucoup de questions qui se passent puisqu'on est dans une transition très importante vis-à-vis de l'utilisation du véhicule électrique. Donc déjà, quelques mots sur NXP. Donc NXP, on est une société qui fabriquons des puces électroniques pour couvrir différents types de marchés. On s'adresse principalement à 6 grands marchés. Notre marché principal, c'est l'automobile. J'y reviendrai un petit peu après.
Nous travaillons aussi beaucoup pour tout ce qui est l'industriel et la connectivité des objets. La partie mobile phone, plus au niveau infrastructure. Et également aussi tout ce qui est donc le smart home et le smart city. Donc en fait, c'est une vision plus globale, comment, je dirais, amener des solutions aux différents marchés, à leurs évolutions, à leur transformation, hein, puisque la révolution numérique est déjà en place depuis un bon moment, et comment on peut amener des nouvelles fonctionnalités pour assurer ces nouvelles fonctionnalités. Donc, on est aujourd'hui une société européenne. Quarter est basé à Eindhoven, en Hollande. C'est l'ancienne fusion en fait, de Philips Semiconductor et de Motorola, Freescale, qui donne aujourd'hui une société avec à peu près 34 000 personnes et un chiffre d'affaires supérieur à 13 milliards de dollars. Alors, on a une présence en France assez conséquente, un site historique à Caen avec plus de 300 personnes, un gros site aussi avec anciennement une fabrication à Toulouse. Nous avons aussi un site en région grenobloise depuis peu de temps, un site qui est de plus en plus important aussi dans la région de Nice, à Mougins, et à Paris où nous avons le headquarter pour la France. Donc ça représente à peu près 1300 personnes sur un total de 10 000 personnes en Europe, ce qui est assez significatif. Donc une empreinte assez forte, à la fois sur de la recherche et du développement, mais aussi de plus en plus sur ce qu'on appelle les notions de système, c'est-à-dire de développement de solutions logicielles sur nos puces électroniques. Donc un des enjeux très importants que nous avons aujourd'hui, c'est aussi, je dirais, la transition vers un monde plus intelligent, mais qui soit aussi adapté par rapport aux challenges que nous avons de consommation d'énergie, notamment à différents niveaux, mais aussi sur les pollutions chimiques, sur les pollutions de l'eau. Nous sommes une industrie qui fournissons des composants qui eux-mêmes, en termes de fabrication, ont un impact non négligeable. C'est pour ça qu'on est de plus en plus sensible à cet impact sur l'environnement, à la fois en termes environnemental, mais aussi en termes sociétal. Puisqu'on suit aujourd'hui des standards, on essaye même de surpasser ces standards sur différentes thématiques. Je pense qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de détailler ça, mais c'est un élément qui prend de plus en plus d'importance, notamment sur la fabrication des composants. Donc, fabrication des composants électroniques, en gros, on a deux types d'usines. Une usine qu'on appelle les front-end, donc celle où on va faire vraiment les galettes, hein, ce qu'on appelle les wafers, qui vont après donner les puces. Et après, on a un autre type d'usine qui est plus là de l'assemblage, c'est-à-dire comment mettre ces puces dans des boîtiers et en faire un produit fini. Donc aujourd'hui, on a une empreinte sur le monde qui est assez distribuée sur différents continents, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe. On a deux usines importantes, enfin une première assez historique à Nimeg, au nord de Eindhoven, et une autre qui est en cours de, de développement, enfin d'installation à Dresden, qui est un partenariat avec TSMC. TSMC étant le leader des fabrications des wafers à Taïwan, sur lequel aussi on s'appuie énormément en termes de sous-traitance. Aujourd'hui, la partie assemblage des puces est faite principalement en Asie, dans différents endroits. On pourrait y revenir un petit peu après si vous avez des questions particulières, notamment sur l'impact de la Chine et les risques géopolitiques que l'on peut voir qui se développent de plus en plus. Voilà, donc un zoom un peu particulier sur l'automotive. Donc, comme je le disais, l'automobile, c'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires. Donc, on parle aujourd'hui d'un chiffre d'affaires dans l'automobile pour NXP de 7 milliards de dollars, donc c'est très important pour nous. C'est aussi des efforts de R&D particuliers. On a aujourd'hui, en termes de pourcentage de revenus, on dépasse les 14% d'investissement dans la R&D, ce qui est très fort. On est une industrie où on a besoin d'investir massivement dans la R&D pour pouvoir continuer à fournir les différents marchés et aussi d'être sûr d'avoir quelque chose qui soit en phase avec les coûts, mais aussi les besoins clients. Donc, la mobilité est en train d'évoluer de manière très importante avec différentes problématiques.
On va y revenir, bien entendu. Bon, la principale, c'est l'électrification. Comment gérer l'électrification? Comment gérer aussi toute la partie, je dirais, autonomous drive, avec différentes étapes, différents fonctionnements. La partie infotainment, c'est-à-dire toute la partie écran. Alors, excusez mon franglais, hein, mais il y a beaucoup de termes qu'aujourd'hui on utilise en anglais. Et bien sûr, assurer la connectivité, la sûreté, sécurité de fonctionnement dans un véhicule. Donc, ce sont des challenges qui se recoupent et qui sont de plus en plus, je dirais, qui interagissent de plus en plus entre eux et qui deviennent de plus en plus complexes. Alors, j'ai fait une petite synthèse de ce qui a été partagé par différents acteurs. Il y a eu un assez gros événement il y a quelques mois à Munich avec les principaux CEO de sociétés qui travaillent aujourd'hui dans l'automobile. Alors, on est dans une grosse perturbation, hein. Carlos Tavares a parlé de le rock'n'roll. En fait, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de basculer. On est en train de basculer dans des développements, dans des investissements qui sont aujourd'hui massifs et on ne reviendra pas sur ce qui se passait avant. Ça, c'est sûr. Il y a de plus en plus une tendance avec un accroissement exponentiel de la complexité du développement des véhicules, de leur architecture et une part prépondérante du logiciel. Le logiciel est en train de prendre le pas sur beaucoup de choses et on va voir ensemble pourquoi et quels sont les impacts. Donc pour ce faire, de plus en plus, les partenariats deviennent clés. C'est-à-dire qu'il faut trouver les bonnes compétences, mais il faut être sûr que les organisations en place soient capables de relever ces challenges et soient capables aussi de s'adapter aux nouvelles donnes. Donc, un des éléments clés, c'est que la réactivité, donc c'est ce qui est marqué sur Speed is more important than size, c'est comment réagir par rapport à ce qui se passe et comment réagir, notamment vis-à-vis du software et à quel coût. Comment on arrive à gérer tout ça. D'autant plus qu'on a maintenant je dirais la crise du Covid derrière nous. Il y a eu des gros problématiques qui ont perduré, qui sont quasiment finies sur les problématiques de supply chain, mais qui ont aussi restructuré de manière assez profonde, notamment en termes d'outils, en termes je dirais, de logistique, en termes aussi de manière de gérer les stocks avec ses partenaires, toutes les chaînes à différents niveaux. Donc ces transformations sont massives. Elles amènent aussi des problématiques financières de CAPEX et d'OPEX qui font que les changements sont pas toujours bien vécus par tout le monde, sans parler des concurrences très fortes. Alors justement, à propos d'évolution marché, on est aujourd'hui typiquement dans un dilemme où on voit, donc c'est la courbe orange, hein, où je dirais les acteurs classiques qui étaient là depuis des années étaient plus dans une optique, je garde mes profits, j'essaie d'être sûr que mes marges sont bonnes. Donc on avance étape par étape. L'innovation est un accompagnateur avec le focus principal des marges. Et puis on a des innovateurs qui, dans le monde de l'automobile, étaient jusqu'à présent très marginaux, mais qui, grâce à l'introduction de véhicules électriques, vont amener des disruptions avec un focus particulier qui est la croissance. L'exemple typique, c'est Tesla. Donc Tesla est arrivé en tant que je dirais, nouveau challenger, en perdant de l'argent. Dès le départ, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont mis un peu de temps avant de commencer à en gagner. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que leur innovation a clairement modifié de manière profonde le marché, la vision du marché, mais aussi la manière de développer les produits. Et ça, c'est en train je dirais, de perturber complètement les acteurs en place et de générer des crises assez profondes, puisque derrière l'arrivée de Tesla, le monde chinois a complètement basculé dans le véhicule électrique de manière très profonde, avec des particularités, c'est qu'ils sont partis d'une page blanche, donc ils n'ont pas eu à traiter toute la legacy, toute l'historique, à la fois industriel et de savoir-faire, hein, puisque globalement, c'est quand même plus facile de monter un moteur électrique qu'un moteur thermique. Du coup, cette disruption
avec ces nouveaux acteurs, amène à de plus en plus réfléchir sur la notion de ce qu'est un véhicule et pourquoi on choisit quel type de véhicule. Alors, quelques chiffres qui vont vous expliquer aussi ce que l'on voit de manière assez forte. Donc ça, ce sont des chiffres tirés d'une étude assez récente qui compile plusieurs données, principalement nord-américaines, mais aussi un petit peu en Occident, enfin en Europe de l'Ouest. Il faut voir, c'est que le prix des véhicules a très très largement, il y a eu une inflation très très forte. Aux US, on parle de plus de 60% depuis 2010, donc c'est considérable. C'est considérable et le premier impact, c'est qu'en fait, plus les coûts des véhicules sont chers, plus leur dépréciation aussi est forte en cours du temps. On y reviendra un petit peu après. Ce qu'on voit aussi, c'est que tous les services qui sont autour, notamment l'après-vente, services d'entretien et autres, a très très fortement augmenté et augmente même de manière non plus linéaire, mais quasiment exponentielle depuis la Covid. Et l'autre tendance fondamentale, c'est que de plus en plus, le marché des accessoires, c'est-à-dire les nouveaux éléments qu'on rajoute dans sa voiture, est en train d'exploser aussi en termes de coûts. Donc tout ça amène à une équation de plus en plus forte, associée au fait que dans chaque marché, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou que ce soit en Chine, on voit un nombre de modèles qui augmente de manière assez considérable, avec une variété très très forte. Donc on est dans un marché ultra compétitif, ultra concurrentiel, qui est un marché mondial, avec des impacts coûts qui sont sur tous les étages des différents systèmes et qui ont un impact très fort, notamment vu du consommateur. Alors, vu du consommateur, qu'est-ce qui se passe? On voit aujourd'hui un coût produit qui augmente, mais aussi avec tous les services qui sont autour, hein, les assurances, le taux de réparation, les accessoires, et une dépréciation donc du coût de la voiture, hein, c'est-à-dire la voiture en prenant de l'âge se déprécie de plus en plus. Donc ce qu'on appelle le total cost of ownership, hein, donc le coût global, au fil du temps, il ne fait qu'augmenter. Il ne fait qu'augmenter et on voit aujourd'hui associé à ça, je dirais des cultures sociétales sur les achats de véhicules qui sont assez différentes du monde occidental par rapport à la Chine. En Occident, US, Europe, le taux, enfin, quand on achète une véhicule, en moyenne, aujourd'hui, on voit que les gens gardent leur véhicule plus de 12 ans, avec un coût moyen de 47 000 $. À l'inverse, en Chine, le taux de renouvellement des voitures est beaucoup plus fort. On parle de 4 à 5 ans, mais avec un coût moyen qui est beaucoup plus faible, de 17 000 $. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur des tendances qui sont assez différentes et on ne sait pas trop vers quel marché est-ce qu'il va y avoir une unification de ces besoins, quel marché aussi d'un point de vue environnemental va pouvoir être tenable dans le temps. Donc ça amène à repenser de manière assez profonde la manière de concevoir des véhicules. Et c'est là où je veux introduire la notion de software defined vehicle. Jusqu'à présent, quand on fabriquait un véhicule, on avait une vision qu'on appelle hardware oriented vehicle, c'est-à-dire qu'on avait des fonctionnalités du véhicule qui étaient plutôt statiques. On essayait d'avoir la meilleure performance possible au moment où on lance le produit. Et on voyait bien que cette valeur au total du véhicule a tendance à décroître au cours du temps. Donc maintenant, l'idée, c'est de repenser le véhicule avec ce qu'on appelle le software defined vehicle, où on va amener la notion de pouvoir mettre à jour les différentes fonctions au sein du véhicule. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dynamiquement venir mettre à jour des systèmes, de pouvoir aussi travailler sur des performances qui peuvent évoluer au cours du temps de vie du véhicule et de pouvoir garder un véhicule qui soit tout le temps, je dirais, up-to-date, notamment en termes de valeur. En tout cas, continuer d'amener de la valeur au cours du temps dans le véhicule.
Donc ça suppose de repenser complètement les différentes architectures. On va y revenir un petit peu après. Donc si vous voulez, l'idée, c'est que l'adoption de ces nouvelles technologies, de ce Software Defined Vehicle, va permettre à la fois de réduire des coûts, non seulement à l'instant T, mais aussi de pouvoir amener au cours du temps la flexibilité pour pouvoir amener ce qu'on appelle l'upgradabilité, donc notamment avec des technologies comme over the air. Donc c'est de pouvoir, à travers des canaux de communication, mettre à jour un véhicule sur différents types de fonctionnalités, pouvoir toujours avoir un, un système qui soit suffisamment, je dirais, up-to-date pour assurer des fonctionnalités, soit des fonctionnalités mises à jour, débuggées, optimisées au cours du temps, et amener aussi ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, par exemple. Donc, très concrètement, c'est un monitoring constant de ce qui se passe sur les batteries des véhicules, d'essayer de déterminer des profils, et à travers ces profils-là, de pouvoir anticiper des problèmes sur je dirais la durée de vie de la batterie, sur son taux d'utilisation, sur le fait que la batterie, à un moment donné, va pouvoir être usée ou pas. Et du coup, d'amener un service pour pouvoir être sûr qu'on est efficient sur la longue durée du véhicule, en amenant en amont des solutions pour éviter des coûts supplémentaires sur des pannes ou sur des problématiques autres, notamment électroniques ou électriques. Donc ça amène non seulement à repenser sa différenciation, mais aussi d'avoir des architectures sur lesquelles on réfléchit maintenant, sur un impact beaucoup plus long, avec des services ou des problématiques qu'on n'a pas forcément maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à des systèmes qui soient suffisamment souples et suffisamment adaptifs pour pouvoir être, je dirais, tenable dans le temps. Tout ça en gardant en tête que la confiance des clients, des gens qui achètent, hein, monsieur tout le monde, quand tu vas acheter une voiture, bah, il faut que la voiture elle soit sûre. Il faut protéger les gens qui sont dans le véhicule. De plus en plus, les problématiques de cybersécurité vont prendre le pas. Donc, à partir du moment où mon véhicule va interagir avec mon environnement, bah, ça veut dire que potentiellement aussi, je peux avoir des attaques de surface, je peux avoir des besoins de protection particuliers. Comment je suis sûr que mon véhicule va être suffisamment protégé par rapport à ce genre d'attaque? Et est-ce qu'il va bien respecter les normes des pays dans lesquels je suis? Et bien évidemment, la contrepartie de ça, c'est aussi la data privacy. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un véhicule connecté, un véhicule qui va échanger des informations, comment sont gérées ces informations, à qui elles appartiennent et comment je m'assure que ces informations vont bien bénéficier au client final. Alors tout ça, ce sont des modèles qu'on a déjà vus dans d'autres industries, notamment l'industrie de la finance, le médical, mais aussi le smartphone, et on voit de plus en plus des technologies qui sont dérivées de ces marchés-là, qui sont en train d'être transformées et adaptées pour pouvoir répondre à ces problématiques dans le monde automobile qui font face à ces besoins-là, hein. Typiquement, le problème de la sécurité, on le connaît depuis très longtemps sur le système bancaire. Comment on fait un virement bancaire, comment je garantis que ma carte bleue va bien m'identifier et que je peux avoir un élément fiable dans mes mains pour faire mes achats au quotidien. Inversement, ma data privacy, quand je suis sur un système médical, bah, je veux être sûr que mes datas sont bien partagées qu'avec mon médecin ou que mon médecin lui-même va pouvoir avoir accès à mes données et pas ne les divulguer à d'autres sans mon consentement. Voilà, donc maintenant on va essayer de voir ensemble un petit peu ce qu'est cette notion de software defined vehicle et quel est cet impact concrètement en termes d'architecture, mais aussi en termes de produits. Donc, le software defined vehicle, est une notion qui peut rester un peu vague, hein. Si on demande à plusieurs personnes, vous aurez plusieurs définitions différentes, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des dénominateurs communs qui arrivent aujourd'hui.
hein, c'est comment amener un système qui va pouvoir m'aider à ce qu'on appelle définir la customer experience, d'être un différenciateur, d'être sûr que je vais pouvoir avoir quelque chose qui va m'amener une innovation assez forte et éventuellement générer des nouveaux revenus. On y reviendra un petit peu après. D'un autre côté, il faut que je sois sûr que je me repose sur un hardware, c'est-à-dire sur de l'électronique, sur des choses qui soient stables et surtout qui puissent, dans le temps, être le réceptacle de nouvelles fonctionnalités, notamment quand je parle d'update over the air, de flexibilité sur des nouveaux services que je vais pouvoir pousser ou de pouvoir avoir des interactions avec des services au niveau du cloud pour mon véhicule sur la maintenance prédictive telle que je l'ai présenté tout à l'heure, mais éventuellement aussi sur des services de type assurance spécifiques ou dans les nouvelles problématiques de circulation urbaine, de peut-être avoir des péages urbains qui vont évoluer en fonction des différentes conditions atmosphériques ou de circulation ou événementielles dans certaines villes. Donc tout ça, ça doit aussi être faisable à travers des processus donc là, de développement qui soient suffisamment agiles et qui puissent m'aider à anticiper ces problématiques, non seulement pour faire du design sur des objets concrets, mais aussi de plus en plus de pouvoir faire ce qu'on appelle de la modélisation sur des jumeaux numériques, où je vais pouvoir anticiper un besoin, en tout cas tester une nouvelle fonctionnalité dans un jumeau numérique, et si mon test est bon, de pouvoir le pousser sur le véhicule en niveau, je dirais, réel, et d'avoir anticipé et d'avoir surtout réduit mon temps de mise sur le marché. Donc, cette notion de logiciel pour l'automobile amène donc deux grands piliers de valeur, hein. Le premier, c'est d'avoir un développement qui soit beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais aujourd'hui, on a des groupes chinois qui arrivent à sortir des véhicules en moins de 2 ans. On parle de cycle de développement entre 18 et 24 mois, alors que pour un véhicule classique thermique, on était plutôt entre 5 et 6 ans, donc ça fait un très grand écart. On voit des constructeurs, qui annoncent aujourd'hui européens, qui annoncent comme Renault, hein, pour ne pas le citer, qui annoncent, de vouloir aller sur ces 2 ans. Volkswagen aussi avait beaucoup plus de difficultés. Voilà, donc clairement, repenser complètement le logiciel sur ce qu'on appelle un software defined vehicle permet d'avoir une efficacité beaucoup plus forte en termes d'engineering à différents niveaux, mais aussi, bien évidemment, de pouvoir avoir cette fameuse valeur de création de la valeur avec, des features, qui sont potentiellement poussés sur le véhicule après l'avoir vendu, de pouvoir amener de la maintenance prédictive, de pouvoir faire plus de personnalisation, mais aussi de pouvoir générer des datas qui vont pouvoir être utiles à différents types de services. Alors pour vous donner un exemple très concret, on voit aujourd'hui certains constructeurs qui réfléchissent à des nouveaux modèles en se disant que les coûts d'acquisition de véhicules sont tellement élevés que finalement, c'est le leasing qui va prendre le pas. On le voit aussi aujourd'hui dans les statistiques, hein. Donc leasing, je vais louer une voiture, mais cette voiture, quelque part, elle appartient toujours au constructeur. Et en fait, lui, sa valeur, ça va être à la revente, à l'occasion, au bout d'un cycle de 3 4 ans. Au moment de la revente, il va falloir maximiser la valeur de la voiture pour être sûr que la voiture que je vais remettre sur le marché va toujours avoir cette valeur, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, le total cost of ownership. Donc le fait de pouvoir pousser des mises à jour, de pouvoir mettre à jour sur des nouveaux services un véhicule qui a été vendu, enfin qui a été loué pendant 3 ans, me permet au car OEM d'avoir cette solution-là pour maximiser son revenu et du coup de générer un nouveau, business model autour de l'utilisation des véhicules personnels, mais aussi professionnels, notamment sur ce qu'on appelle les light commercial vehicles, c'est-à-dire toutes les petites camionnettes, les flottes de voitures, les flottes pardon de camionnettes, pour les professionnels ou les logisticiens qui sont de plus en plus sur ce mode-là.
Donc, ça permet d'avoir un backbone, enfin, un cycle qui permet de suivre ces nouveaux business models. Donc, concrètement, quand on parle de software defined vehicle, ça veut dire qu'on a plusieurs types de degrés dans le software véhicule. Donc, on a depuis, je dirais, la voiture classique, ben, elle est vendue, on a développé des logiciels, mais on a complètement fermé tout. On ne peut pas faire d'update de logiciels. Il y a la voiture connectée. La voiture connectée, une première étape. Donc, cette première étape, avec une connexion Internet, on peut débloquer et installer certains types de logiciels quand on va dans un garage. On peut le faire over the air, c'est-à-dire là vraiment à la volée, sur les véhicules, chez les véhicules les plus récents, c'est plutôt ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis après, on bascule dans des choses de plus en plus complexes où on va pouvoir amener des nouvelles features, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la reprogrammation non seulement pour faire du bug fix, mais là pour pouvoir upgrader des plateformes logicielles. Donc ces plateformes logicielles, elles peuvent être à plusieurs degrés différents et elles peuvent être plus ou moins fortes. Donc il y en a une, ça va être plus être sur des features et l'autre, on va plus petit à petit pouvoir générer des choses de plus en plus complexes, de plus en plus fines, jusqu'à complètement avoir un système complet avec des tierces parties sur l'utilisation de la data, avec des connexions cloud. Donc il y a toute une palette qui va être plus ou moins différente en fonction des véhicules, en fonction des services et évidemment en fonction des stratégies des constructeurs. Donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes d'architecture du véhicule, on va se retrouver avec des véhicules très, très, je dirais, hétérogènes dans leur conception, hein, avec des architectures qu'on appelle flat par domaine. Je fais des clusters de domaines. Je vais tout centraliser. Je peux aussi faire des architectures hybrides avec des zones. Je peux faire des architectures zonales full, des architectures zonales mais complètement mises à plat, du zonal distribué, et tout ça avec différents types de gens qui font des voitures. Eux-mêmes, au sein des gammes, ils vont avoir plusieurs types de véhicules. Vous avez par exemple le groupe Stellantis qui va vendre d'un côté des Fiat 500 et de l'autre qui va vendre des Maserati. Idem chez Volkswagen, où vous allez avoir une Polo jusqu'à des énormes SUV euh, qui sont en train de lancer, sans parler des petites camionnettes qu'ils ont. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut penser des architectures qui puissent être suffisamment flexibles, mais qui puissent aussi s'adapter en fonction des différents types de constructeurs. Donc évidemment, chaque type d'architecture a ses pour et ses contre, mais aujourd'hui, globalement, on voit deux tendances pour les générations à venir, donc génération d'ici 3-4 ans. C'est ce qu'on appelle le distributed zonal. On va mettre des architectures avec des zones à l'avant du véhicule ou à l'arrière du véhicule. Un élément plus central qui, lui, va gérer toute la connectivité, gérer le cockpit, gérer l'autonomous drive avec les nouvelles fonctionnalités. Et un système qui va plus être véhicule compute, où là, on va mettre de plus en plus d'intelligence au niveau du véhicule, ce qu'on appelle, on va mettre un gros cerveau, un brain, hein, où on va mettre l'intelligence, on va regrouper l'intelligence, on va faire un énorme serveur central au niveau du véhicule qui va aller piloter des zones qui vont juste avoir une fonctionnalité, je dirais, plutôt de sensor et d'actionnaire, de capteur, pardon, et d'actionneur. Et puis, on peut avoir après des éléments différents. On va faire du contenu de compute. Donc, tout ça, ça veut dire qu'en fonction des stratégies de coût, des stratégies de développement, des stratégies d'upgradabilité qu'on veut avoir sur le terrain, mais aussi des problématiques de production, parce que suivant la manière dont je vais gérer mes calculateurs dans mon véhicule, je ne vais pas avoir les mêmes types de câblage. Et ces câblages peuvent avoir des problématiques autres en termes de gestion de réseau, qui peuvent amener à la fois des nouveaux services, mais aussi amener de la complexité. Donc, il va falloir trouver à chaque fois un équilibre. Et évidemment, derrière chacun de ces calculateurs, vous avez des composants électroniques
qui doivent être plus ou moins puissants, plus ou moins performants, qui doivent consommer plus ou moins d'énergie en fonction des types de logiciels qu'on va faire tourner. Donc l'équation devient de plus en plus complexe et c'est pour ça que définir une architecture, c'est quelque chose qui est assez complexe en termes d'efforts d'intégration. C'est-à-dire qu'il faut trouver les bons composants. Il faut aussi trouver la manière de gérer mon découplage software-hardware en fonction de mon type d'architecture et de pouvoir penser des services qui ne sont pas forcément là maintenant, mais sur lesquels je dois anticiper des besoins dans les années qui viennent. Donc tout ça, évidemment, ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Ça veut dire qu'il faut développer des écosystèmes de collaboratifs très très forts à différents niveaux. Et de plus en plus, on voit les constructeurs automobiles qui se tournent vers les sociétés de semi-conducteurs, comme NXP, en nous demandant de les aider parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, on est les mieux placés en termes d'investissement, de recherche et développement, mais aussi d'innovation, parce qu'on a la connaissance des autres marchés, on a déjà vu cette transformation, et du coup, on a aujourd'hui des briques, je dirais, de brevets, enfin d'IP, de propriété intellectuelle, que l'on peut assembler, que l'on peut adapter pour ces besoins-là. Tout notre travail, aujourd'hui au sein d'NXP, c'est vraiment d'arriver à avoir une anticipation de ces besoins, un travail de plus en plus fin avec les constructeurs automobiles, chose qu'on ne faisait pas forcément il y a encore 3-4 ans, mais d'aller très loin dans les discussions architecturales avec eux pour être sûr que les composants que l'on développe maintenant vont pouvoir répondre à cette problématique. Ou en tout cas, non seulement au niveau hardware, mais aussi au niveau software, c'est-à-dire qu'on nous demande de plus en plus de monter dans la chaîne de valeur afin de fournir des composants logiciels adaptés à nos composants électroniques pour pouvoir bénéficier au maximum des innovations que l'on met en place sur ces produits-là. Donc c'est une réflexion très importante qui aussi a des impacts organisationnels sur le type de compétences, sur les types de ressources et aussi sur les investissements que l'on doit faire pour assurer cette évolution. Donc, pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, hein, donc le Software Defined Vehicle, hein, avec son acronyme SDV, c'est vraiment une étape importante. Si on veut aujourd'hui pouvoir avoir des business models, mais aussi des problématiques industrielles qui puissent être tenables dans le temps, c'est quelque chose de fondamental. Nous, de notre côté, bien sûr, on investit de manière très forte pour accompagner cette transition, voire même l'anticiper. Donc, ce sont des investissements quand même assez lourds, assez conséquents. Je rappelle, hein, nous faisons plus de la moitié de notre chiffre d'affaires dans l'automobile, donc on se doit aujourd'hui d'investir massivement sur ces réflexions-là et d'être sûr que le véhicule électrique va pouvoir bénéficier de ces avantages-là et d'amener un vrai plus-value vis-à-vis des consommateurs finaux, notamment sur son utilisation dans le temps, mais aussi sur sa fiabilité par rapport à cette évolution que l'on doit accompagner. Donc c'est un challenge très fort pour nous, mais sur lequel on est déjà bien engagé et très fortement positionné. Je n'ai pas parlé des market share, mais NXP aujourd'hui fait partie des suivants comment on calcule et comment on compte, des top, soit leader, soit dans le top 3 des composants sur lesquels on est. Et tout ça, je dirais, dans une optique très importante qui est ce qu'on appelle la vision zéro, c'est-à-dire zéro accident hein, sur la route. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Donc, c'est d'être sûr que on va pouvoir aider, notamment avec notre technologie, par exemple, de radar, à l'autonomie. Comment anticiper des problématiques d'un véhicule dont on perd le contrôle ou qui va en percuter un autre. Comment on arrive au zéro emission, c'est-à-dire comment accompagner dans le développement des véhicules électriques
toute la chaîne de transmission, comment optimiser la gestion d'énergie au sein du véhicule, mais aussi optimiser la gestion de sa charge sur un réseau. Là, c'est encore un autre monde, mais c'est le smart grid, hein, comment un véhicule peut interagir avec un réseau intelligent. Et pour ce faire, comment le véhicule est connecté. Donc, c'est Intelligent Transport System, c'est-à-dire comment être sûr que mon véhicule, dans les années qui viennent, va pouvoir être complètement, je dirais, intégré à un flux automobile et pouvoir bénéficier de des différents systèmes, notamment en ville, pour réduire les problématiques à la fois, je dirais, de congestion de trafic, mais aussi de sécurité environnementale de manière plus globale. Voilà, donc concrètement, si on veut rentrer un petit peu plus, c'est que la connectivité, c'est différents sujets, hein, c'est de la 5G, c'est du Bluetooth, c'est du Wi-Fi, c'est du NFC, bien entendu, avec différents types de protocoles. Donc on travaille aussi beaucoup sur amener des nouveaux microcontrôleurs, microprocesseurs. Donc pour ça, on a des gammes de produits spécifiques pour l'automobile qui sont compatibles avec les normes de sécurité jusqu'à notamment de l'ASIL D, hein. Donc c'est tout ce qui est les plateformes S32. On a aussi des produits aujourd'hui qui sont plus orientés sur ce qu'on appelle l'infotainment avec les graphismes. Et puis on va trouver différents types de microcontrôleurs pour pouvoir gérer tout ce qui est capteur et actionnaire. Et puis après, on a bien évidemment un pendant très fort chez NXP sur toute la partie sécurité, où on a des assets autour de, notamment qui viennent autour de la carte à puce pour pouvoir amener des solutions de cryptographie, de protection, donc des mécanismes hardware et software et conjoints qu'on a déjà déployés dans des problématiques d'authentification, mais aussi dans tout ce qui est Internet des objets avec nos technologies. Et tout ça pour adresser un marché d'automobile, mais qui n'est pas que, je dirais, unique, mais qui est aussi interaction avec d'autres, évidemment, d'autres problématiques, que ce soit la problématique industrielle pure, c'est-à-dire les chaînes de robotisation pour la fabrication des véhicules, mais aussi l'interaction du véhicule au sein de son environnement, donc des infrastructures de communication, hein, ce qu'on appelle le véhicule to grid, et ses pendants en termes de services. Voilà, donc on essaye aujourd'hui d'adresser avec différents types de produits ces besoins liés au monde de l'automobile avec des investissements, encore une fois, qui dans le monde du semi-conducteur restent assez conséquents en termes de capitaux. Voilà, c'est la slide de conclusion. On a une culture d'entreprise assez forte. On essaye aussi de mettre en avant sur ce que l'on fait. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Un petit temps Merci. de Merci questions, de Pierre. Eh bien clarification. oui, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les écrire dans le chat, soit à prendre la parole en ouvrant votre micro. Il y a pas de problème si ça vous dérange pas. Voilà, on peut profiter des 5 minutes qui restent pour répondre à vos questions. Merci pour la présentation. Je vois qu'il n'y a que moi qui ai activé ma vidéo pour l'instant. Donc, j'ai tout compris, même si c'est pas mon domaine. Mais c'est vrai que c'est plutôt rassurant de voir qu'on ait une rotation sur 12 ans, je crois, au niveau de l'Europe en ce moment, sur les véhicules. Et donc, je pense que les gros sujets de société aujourd'hui, c'est le développement durable, c'est le fait qu'on puisse garder un véhicule parce que c'est une propriété, c'est une extension de nous-mêmes. Les gens qui choisissent un véhicule, c'est aussi de l'UX design embarqué, c'est le look extérieur et c'est le confort et
et ce qu'ils vivent comme expérience à l'intérieur. Donc moi, je suis persuadée que tout ce qui est les logiciels et software à l'intérieur, c'est hyper important. On voit bien qu'il y a des gens qui vont choisir un smartphone par rapport au menu et aux infobulles plus que par la marque, le look et autre chose. Il y a les deux éléments, je pense, qui sont à 50-50, mais c'est aussi la durabilité. Et après, la question aussi, c'est le poids des véhicules. On voit bien que les véhicules ont des poids exponentiels. C'est quand même un sujet qui revient beaucoup sur le débat. Et là, s'il y a des véhicules qui sont certes lourds, coûteux à produire en termes de plein de choses, mais qu'il y a la possibilité de faire évoluer et de garder plus longtemps, peut-être que ça sera moins mal vu qu'aujourd'hui. Il y a quand même un débat, je trouve, sociétal sur le véhicule électrique qui pollue moins à l'usage, mais qui a une certaine forme de pollution à la création. Oui, tout à fait, oui. Bon, le poids est directement lié aux batteries, hein. Oui. Aujourd'hui, c'est le point clé. Et d'ailleurs, le changement des batteries, je pense, c'est le coût le plus important sur un véhicule si on voudrait faire durer sa durée. Oui, ça peut aller jusqu'à presque 30-40% du coût d'un véhicule, les batteries, sur un véhicule électrique. C'est énorme, hein. Tout à fait. Donc c'est effectivement l'idée, c'est d'avoir avec ces nouvelles architectures pouvoir faire durer le plus longtemps possible un véhicule avec une qualité de service telle qu'on la souhaite. En évitant la dépréciation du bien. Voilà, c'est ça. C'est la clé. C'est l'enjeu. C'est Ouais. l'enjeu. Merci beaucoup en tout cas pour la Je t'en présentation. prie. Oui, il y avait une question, oui. Bonjour, Thierry Bousquet, Continental Automotive à Toulouse. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, on observe aussi chez nous les tendances que vous avez présentées et les innovations du SDV, Software Defined Vehicle. Et on travaille d'ailleurs avec vos collègues de l'autre côté de la rue sur ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la pénétration du marché de ces architectures? À quel terme on va voir apparaître Oui. Est-ce qu'on parle de quelques mois, quelques années ou plus? Oui, c'est une bonne question. Donc, les architectures SDV, donc j'ai montré une gradation, hein, parce que SDV, il y a différentes, je dirais, étapes. On voit apparaître aujourd'hui principalement, Tesla a donné le là, hein, sur un premier, je dirais, une première étape. On a vu derrière les constructeurs chinois qui ont commencé à introduire certains véhicules de manière, je dirais, assez orientée sur du SDV, même si c'est pas complètement du SDV aujourd'hui. On voit les nouveaux véhicules, notamment le Xiaomi là, qui a sorti son nouveau véhicule récemment, qui lui va vraiment dans cette direction. Et on voit arriver aujourd'hui les constructeurs européens en réaction à ça pour l'annoncer. Donc le premier qui l'a annoncé, je dirais de manière vraiment claire, c'est Renault. Renault a lancé tout un programme qui s'appelle Renaulution. Si vous allez sur leur site web, vous verrez certains éléments. Et ils annoncent les sorties des premiers véhicules full SDV en 2026. Donc c'est dans un peu plus d'un an, on va dire. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Et on voit des sociétés, notamment aux États-Unis sur la côte ouest, comme Rivian, qui sont en train de dire qu'ils vont sortir des véhicules full SDV. Et là, on parle aussi 2026. Donc, je pense qu'on va avoir à arriver 2026-2028, là, sur un espace de 2-3 ans, de plus en plus de véhicules qui vont annoncer clairement des plateformes logicielles de ce type-là. Et nous, ce qu'on voit dans nos tendances, c'est que vers 2029-2030, là, on sera vraiment sur quasiment du full SDV sur tous les véhicules. Alors, encore une fois, avec différents types de flavors, hein, mais entre une Twingo et un Cybertruck, bien évidemment, c'est pas les mêmes types de services. Mais voilà, c'est clair que c'est une tendance de fond qui va aller de manière croissante. Ok, merci. Oui. Merci. D'autres questions peut-être? Non, on ne dirait pas. Bon, ben, écoutez, avant de se quitter, je vous propose justement de reprendre la parole rapidement sur les différents services Dynamo que nous proposons, puisqu'en effet, comme je vous disais, ce webinaire est organisé dans le cadre du projet européen Dynamo. Et donc, alors,
Nous proposons donc une offre de service pour accompagner votre entreprise ou votre collectivité à la transition vers le numérique. Ces services, ça va donc de la sensibilisation et de l'acculturation pour découvrir de nouvelles technologies comme nous l'avons fait aujourd'hui, jusqu'à des services plus poussés. Donc on peut, comme vous le voyez dans la brique numéro 2, vous aider à définir une stratégie de développement numérique, donc à partir d'un diagnostic, pour voilà, pouvoir intégrer dans votre entreprise de différentes technologies, différents process numériques. Et puis enfin, nous pouvons également vous soutenir sur différents aspects pour vos projets, donc que ça aille de la R&D et de l'expérimentation pour des projets, notamment au travers d'appels à projets que nous pouvons soutenir votre candidature. Ça peut être aussi un accompagnement business ou encore des formations sur différentes technologies numériques. Et comme je vous le disais, donc on peut vous accompagner aussi à la recherche de financement. Pour donner quelques exemples voilà, de services, on peut donc vous aider au montage de projets R&D, donc en vous aidant à définir la majorité de votre projet, à élaborer un consortium et à trouver des partenaires pour monter un projet et déposer des candidatures sur des différents appels à projets, différents guichets. Euh, et vous aider voilà, à monter votre candidature tout simplement à des tarifs, donc comme vous le voyez, très, très réduits, car pris en charge par l'Europe et par la région Normandie pour les entreprises normandes. Euh, Ces services, on retrouve également voilà, du conseil en amont de projet également pour vous aider justement si vous avez des projets plutôt d'industrialisation à identifier les contraintes, les risques que présentent les différents technologies, l'intégration de de technologies industrielles, toujours donc au même tarif très avantageux. Et puis enfin, on peut vous accompagner également pour trouver des partenaires ou des terrains d'expérimentation afin de mettre en œuvre vos projets numériques. Et comme je le disais, il y a également une offre de formation assez large concernant différents sujets, donc que ça aille de la performance digitale avec différents outils, que ce soit des outils de bureautique ou des outils plus poussés pour vos produits d'industrialisation, etc., par exemple, sur la fabrication additive, sur la cybersécurité, l'IA, l'IoT, etc., etc. Et puis, nous sommes également en train de mettre en place une ligne pilote, donc une ligne industrielle, un démonstrateur sur lequel on pourrait former voilà, votre entreprise, par exemple, à différentes technologies numériques qui sont utilisées dans l'industrie, donc que ce soit à la vision, à la robotisation, etc., etc. Donc cet outil n'est pas encore opérationnel, mais il le sera début 2025. Donc pour renforcer encore notre offre de formation, toujours à des tarifs réduits grâce à la prise en charge par l'Europe et par la Normandie. Voilà, hein, j'ai mis une liste encore de quelques services qui sont proposés par nos 15 partenaires que vous pouvez retrouver sur notre site dynamo.org. Et puis, vous pouvez également nous contacter si vous avez n'importe quel besoin concernant le numérique, des projets à accompagner, des technologies à intégrer dans vos process, par exemple. On serait ravis de vous accompagner. Si il n'y a pas plus de questions, j'ai fini de mon côté et puis je vous remercie d'avoir été présent.